Bonsoir, bon après-midi à tous. On débute officiellement. Bonsoir, mon nom est Denis Tardif et je suis le coordonnateur provincial du projet Tactique. Donc, au nom de toute l'équipe Tactique et au nom de toute l'équipe du Centre Franco, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence d'ouverture du colloque TAC 2024-2025, donc dont le titre de la conférence, l'IA en éducation, défis et approches. Donc, si vous voulez bien, on va procéder à la reconnaissance du territoire. Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. De plus, nous tenons à reconnaître leurs descendants et les traités qui existent dans votre région. Malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Nous reconnaissons également que Terre-Mère continue d'être le foyer des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à protéger et à respecter la terre, l'eau, les animaux, ainsi que les uns les autres dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et des générations à venir. Donc, sur ça, j'invite mon collègue Louis, coordonnateur des instituts du Centre, à vous adresser la parole. Merci Denis. Oui, tu l'as dit. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Louis Hull. Puis, je suis le coordonnateur des instituts et responsable de la série Impact 3, donc une série de conférences qu'on vous présente pour le centre. Aujourd'hui, je vous, à mon tour aussi, de souhaiter la bienvenue à Monsieur Dave Anctil, notre conférencier. Et si je vous parlais du centre, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, qu'on appelle communément le Centre Franco, est un organisme en pleine effervescence. Le centre travaille au développement, à l'amélioration et à l'épanouissement de l'éducation française en Ontario. Je ne sais pas si vous saviez, mais le centre existe depuis plus de 50 ans et il est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. Alors, il soutient le développement du personnel de l'éducation des 13 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Et puis, ce centre multiservice compte plus de 140 spécialistes qui ont créé au fil des ans une véritable mine d'or en termes de ressources pédagogiques et de formation. Pour en avoir consulté plusieurs, ce sont des outils formidables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et de faire rayonner la francophonie. Si vous me demandez comment fait-on pour accéder à ces ressources, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur votre furteur de recherche sur Internet et vous écrivez lecentefranco.ca et vous allez automatiquement tomber sur le site. Donc, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès à ces ressources. Aujourd'hui, le ministère désire remercier, le, le Centre désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui soutient tous ces projets et programmes grâce à son financement. Quelques petites consignes avant de recéder la parole à Denis, mon collègue. Durant la conférence, vous avez accès à votre caméra. Donc, on vous invite à ouvrir votre caméra si le cœur vous en dit et à mettre votre micro en sourdine. Ceci évite, surtout dans, dans les régions où on nous a dit qu'il avait neigé beaucoup aujourd'hui, ceci évite d'entendre les souffleuses là, qui font du bruit un peu partout. Donc, mais par contre, on vous invite, si vous avez des questions ou des commentaires, à utiliser la boîte de clavardage. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? Eh bien, mon collègue va présenter notre conférencier. Ensuite, on aura la conférence et on terminera à la fin par une période de questions. N'hésitez pas durant toute la conférence, là, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte et nous, on va les rassembler pour ensuite les adresser à notre conférencier. Encore une fois, merci tout le monde d'être là. Et Denis, c'est à ton tour. Donc, oui, on parlait tantôt du projet Tactique. Donc, notre projet contribue au développement professionnel du personnel des 13 conseils de langue française de l'Ontario depuis près de 10 ans.
Donc, c'est la première, la conférence d'ouverture aujourd'hui. Il y aura tout l'avant-midi demain des ateliers auxquels plusieurs directions d'école, conseillers pédagogiques vont assister. Et on vous invite tout de suite à réserver votre après-midi du 27 février 2025 pour la deuxième partie du colloque. Donc, sur ça, j'ai le bonheur de vous présenter notre conférencier Dave Anctil. Donc, Dave Anctil, détenteur d'un PhD, est professeur de philosophie et d'intelligence artificielle au Collège Jean de Brébeuf. Il est expert conseiller en intégration de l'IA en éducation supérieure auprès de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal, chercheur affilié à l'Observatoire sur l'IA et chercheur associé en éthique de l'IA au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Donc, son expertise principale porte sur l'intégration entre l'être humain et les systèmes d'IA, notamment leur intégration responsable et bénéfique dans les sphères du travail et de l'éducation. Donc, Monsieur Dave, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vais pas trop niaiser comme, comme on dit pour aller directement au but parce que, comme d'habitude, j'ai préparé beaucoup de matériel. Juste peut-être donner une perspective sur ma présentation aujourd'hui. Ce n'est pas une formation technopédagogique précise sur, par exemple, l'utilisation des plateformes d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini de Google. C'est vraiment une présentation qui vise à vous aider à réfléchir aux enjeux de l'intégration de l'IA à l'intérieur de l'école, à l'intérieur du travail, également de l'enseignement. Alors, c'est mon rôle actuellement. Je le fais évidemment au niveau collégial et universitaire au Québec, mais je m'implique aussi dans les réseaux scolaires du Québec au secondaire et en Ontario. C'est déjà ma quatrième présentation pour les Franco-Ontariens. J'en suis très, très fier. Moi-même, j'ai une partie de ma famille qui est franco-ontarienne, donc je suis très, très heureux que finalement la révolution technologique actuelle me donne l'occasion d'aller plus souvent en Ontario, rencontrer mes compatriotes là-bas et aussi, bien sûr, rencontrer notamment d'autres franco-canadiens à l'extérieur du Québec, comme les Acadiens avec qui j'ai commencé aussi à collaborer. Alors, je suis très content de ça. Sans plus tarder, je vais préciser de ce dont il sera question aujourd'hui. Je vais juste partager avec vous. Un instant, je vais juste partager de manière à ce qu'on me voit aussi. Voilà. Est-ce que vous me voyez dans l'écran? Parfait, parce que moi, je ne me vois pas, donc ça va être important que vous me guidiez si jamais il y a un problème. Parfait. Alors, oui? Excuse-moi, Dave, moi, je te vois en haut de l'écran, je ne te vois pas sur l'écran de ta présentation. D'accord. Ah. Évidemment, on avait testé tout à l'heure, tout fonctionnait bien, ça ne sera pas long. On va juste retrouver la bonne option de partage. Alors, celle-là, non, oui. Et puis, l'option de partage. Désolé, je suis habitué davantage en Zoom. Alors. Il n'y a pas de problème. Pourquoi soudainement? Mais on voit ta présentation, c'est juste que toi, tu fais partie des gens. Alors, je n'ai plus l'option. Alors, je vais y aller comme ça. Et puis, j'espère que je ne vais pas nuire. OK. Alors, je commence sans plus tarder. Alors, aujourd'hui, je vais parler, ma présentation va être divisée en trois parties. Je vais peut-être donner des explications générales sur la situation technologique à propos de l'intelligence artificielle. C'est toujours utile de comprendre justement la nouveauté de cette technologie-là. Et c'est d'autant plus utile qu'on est loin d'avoir terminé avec l'intelligence artificielle. On est vraiment dans une révolution technologique. L'intelligence artificielle fonctionne, hein, c'est un existe depuis les années 50. Donc, ça fait longtemps qu'on veut amener l'informatique à une forme d'intelligence qui se rapproche un peu plus de celle de l'être humain dans ses capacités, hein, non pas dans ses fonctionnements. Alors, je vais parler un peu de ça au début, puis vous allez voir un petit peu où je m'en vais avec ça parce que c'est important de comprendre un petit peu
que ce qu'on a connu dans les 2 dernières années. On fêtait récemment d'ailleurs le 2e anniversaire de la sortie de ChatGPT. Ce n'est que le début, en fait, d'une transformation qui va s'accélérer encore plus l'année prochaine, en 2025. Alors, vous serez un peu plus préparés, j'espère, grâce à mon propos. Évidemment, je veux amener ça directement dans la discussion de l'éducation et son lien avec le travail, parce que l'intelligence artificielle bouleverse à la fois l'éducation, mais aussi le travail. Alors, on a des défis, mais on a des opportunités de ce côté-là, et c'est là-dessus que je vais insister à la fin de ma présentation. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'intelligence artificielle générative? On parle de systèmes qui ont été entraînés avec des techniques d'apprentissage automatique qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors, ce sont des réseaux de neurones artificiels. Alors, le mot réseau de neurones peut parfois être confondant parce qu'il ne s'agit pas de mini-cellules nerveuses comme les neurones dans notre cerveau. Il s'agit de fonctions mathématiques qui sont organisées de manière à pouvoir traiter des données afin d'en tirer un apprentissage, justement. Alors, vous pouvez l'imaginer essentiellement comme étant de grosses machines statistiques. Essentiellement, un système d'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est essentiellement un système qui prédit à partir d'une entrée la bonne sortie. Donc, si je pose une question à ChatGPT, je lui demande, par exemple, combien il y a d'États aux États-Unis ou de provinces dans la Fédération canadienne, il va émettre une prédiction sur la bonne réponse. Évidemment, s'il connaît bien la réponse, c'est-à-dire s'il l'a étudié et que ses données d'entraînement sont à jour, il va me donner la bonne réponse. Par contre, si ces données ne sont pas à jour ou qu'il a été mal entraîné, il pourrait imaginer, halluciner une réponse, ce qui est très différent de systèmes informatiques habituels qui nous donnent la réponse précise. Alors, ça veut dire que l'IA peut se tromper comme nous, et c'est pour ça aussi qu'elle est intelligente. Alors, c'est un peu un paradoxe. Les erreurs de l'IA sont une preuve de son intelligence, c'est-à-dire, comme nous, on a des connaissances, mais on se trompe très souvent lorsqu'on donne une réponse à une question. Alors, si on les imagine comme des modèles statistiques entraînés donc sur la base des données, on comprend évidemment que la révolution actuelle est liée à l'apprentissage et non à la programmation. Donc, autrement dit, ce ne sont pas des systèmes que l'on programme comme des logiciels classiques. Ce sont des systèmes où la programmation est celle d'une structure d'apprentissage et c'est à partir de ça qu'elle est capable de fonctionner. Alors, les modèles qui nous intéressent, nous, en IA générative, ce sont ce qu'on appelle des grands modèles de langage pour Large Language Model en anglais. Et c'est le cas, par exemple, de ChatGPT. Le GPT tient pour Generative Pre-trained Transformer et c'est un modèle qui a été entraîné sur les langages humains. Donc, tout ce qui est langue, bien entendu, écriture. Mais aujourd'hui, ça va plus loin. Les modèles sont multimodaux. Donc, non seulement on les entraîne avec du texte, on les entraîne avec du code, on les entraîne aussi avec de la voix, de l'image et on les appelle donc multimodales, précisément parce qu'ils ne sont pas unimodales, c'est-à-dire qu'ils n'étudient pas, ils n'apprennent pas uniquement à partir de corpus textuels, mais aussi de signaux, de protéines, de contenu vidéo, de contenu audio, bref, de tout ce qui est numérisable. Alors, les modèles dont on parle aujourd'hui sont très performants à cause de ça. Ils sont capables de traiter des images, des vidéos, du code et bien sûr du texte. Alors, ça nous permet de développer des services logiciels, des interfaces comme celle de ChatGPT, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont utiles pour ceux qui les utilisent, bien entendu, puisqu'on peut, par exemple, poser des questions à ChatGPT, lui demander aussi une illustration. Alors, ChatGPT va utiliser un autre système d'IA générative qui s'appelle DALL-E et il va créer une image à partir de ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour absolument tout ce qui est possible de faire avec le numérique. L'IA générative peut générer des contenus. Alors, certains systèmes sont multimodaux, d'autres sont unimodaux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent uniquement dans l'utilisation d'un certain type de données comme tel. Alors, les services les plus utilisés par les jeunes sont bien entendu ChatGPT et c'est le cas aussi pour les adultes. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ChatGPT est utile parce qu'il est très performant dans ce qu'il fait, surtout quand on sait comment s'en servir. Mais depuis plusieurs années, déjà, beaucoup d'étudiants, surtout du côté anglophone, utilisaient Quillbot, qui était déjà une IA générative, alors qui était disponible depuis bien avant ChatGPT, pour compléter des paragraphes lorsqu'on écrit quelque chose. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais
les jeunes utilisent aussi beaucoup des IA génératives divertissantes, de divertissement. C'est le cas de Character AI, qui est probablement l'application actuellement de divertissement la plus utilisée par les jeunes dans le monde actuel. Si vous en parlez à vos jeunes, vous allez voir, plusieurs l'ont déjà essayé. Alors, qu'est-ce que c'est Character AI? Ce sont des robots conversationnels comme ChatGPT, mais ils sont faits pour le divertissement. Ils peuvent prendre la personnalité de personnages connus, qu'ils soient dans la réalité. Donc, ça peut être bien sûr un avatar de Taylor Swift avec qui on peut discuter, mais ça peut être aussi un personnage de Harry Potter, hein, par exemple, mon personnage préféré, Hermione, hein, avec qui on peut discuter comme tel. Alors, c'est très, très populaire auprès des enfants et des adolescents, mais évidemment, il y a des risques dont je ne parlerai pas aujourd'hui, sauf si ça vous intéresse à la fin. Ce que vous voyez en bas à droite, hein, c'est l'IA générative une des plus populaires aussi, parce qu'elle est par défaut sur Snapchat, MyAI de Snapchat. Donc, quand les jeunes utilisent l'application de média social Snapchat, ils interagissent en conversant avec MyAI par défaut. Alors, ils doivent enlever MyAI s'ils ne veulent pas être exposés justement à cette application-là. Alors, rapidement, je tombe dans les chiffres, ce qui est moins agréable, mais nécessaire. Alors, où en est les connaissances aujourd'hui sur l'intégration de cette technologie dans la société en général? Alors, on n'a pas de données précises au Canada, mais on en a de très bonnes dans d'autres pays comme les États-Unis. Et les pratiques canadiennes ressemblent beaucoup à celles des États-Unis. Par conséquent, ces données-là sont aussi valides pour le Canada. Alors, le portrait de l'adoption rapide de l'IA qui est sorti il y a quelques 2 mois nous montre que c'est près de 40% de la population qui utilise déjà l'IA générative. Le sondage, c'est le sondage que l'on utilise classiquement pour étudier l'adoption des technologies, le sondage RPS, à cause de la qualité de son échantillon et aussi la comparabilité des données qu'on en tire avec d'autres pratiques. Vous le voyez d'ailleurs sur le carré jaune en bas. Si on fait une comparaison avec des technologies que moi-même j'ai vécues, hein, l'adoption, c'est-à-dire l'ordinateur personnel, hein, le fameux PC, ça a pris 3 ans pour qu'environ 20% de la population adopte le PC, l'ordinateur personnel comme tel, entre 1981 et 1984 aux États-Unis. L'Internet hein, a été adopté encore plus rapidement. Ça a pris 2 ans pour atteindre 20% de la population au moment où je terminais mon secondaire, hein, donc en 93-95. Et l'IA générative, donc en 2022-2024, ça a pris seulement 2 ans pour atteindre le double, hein, c'est-à-dire près de 40%. Donc, c'est de toutes les technologies numériques que l'on connaît, celle dont l'adoption est la plus rapide. Alors, je vous ai retenu quelques données pour alimenter notre réflexion par la suite. Il y a déjà 28% des Américains qui l'utilisent au travail, 10,6% qui l'utilisent quotidiennement dans leur vie et dans leur travail. C'est énorme parce que beaucoup ne travaillent pas devant un ordinateur hein, aux États-Unis. Utilisation de l'IA en dehors du travail, on est à 32,7%. Ça fait maintenant partie de la vie des gens. Les gens posent des questions, notamment à ChatGPT ou à Gemini, pour obtenir de l'information, pour s'aider dans toutes sortes de tâches. Par exemple, c'est ChatGPT qui m'a aidé à faire ma planification financière dans l'achat de ma dernière maison et il a fait un excellent travail. J'ai même soumis le rapport qu'il a fait à mon comptable et il s'est mis à l'intelligence artificielle pour ne pas perdre de clients parce qu'il était très impressionné par la qualité du travail qu'il a fait. Évidemment, il faut savoir s'en servir pour éviter des erreurs. L'adoption de l'IA par les cols bleus, déjà à 22%, hein, ce qui est impressionnant, bien sûr, puisqu'on ne s'y attendait pas, les cols bleus étant évidemment associés à des tâches principalement manuelles. Alors, essentiellement, on l'utilise principalement pour nous aider à rédiger des textes, 57%, faire de la recherche, comprendre des différentes choses, 49%, des tâches techniques et complexes, 48%, mais aussi pour la traduction, l'analyse, des résumés de textes à 23%, ainsi que bien d'autres tâches. Et 27% les tâches administratives. Je fais partie de ces gens qui utilisent l'IA pour s'aider dans les tâches administratives. Maintenant, pour les étudiants, on n'a malheureusement pas de données au Canada sur les étudiants du primaire et du secondaire. Désolé, hein, je suis au Québec, c'est-à-dire les étudiants avant préuniversitaires, mais on a des données sur les étudiants de 18 ans ou plus, et ces données-là peuvent nous donner des indications sur le rythme d'adoption des étudiants. Alors, la seule étude qui a été faite, c'est celle de KPMG en août 2023 et récemment, en septembre 2024, ce qui nous permet de
comparer. J'ai retenu quelques informations ici pour que vous puissiez voir en fait le rythme d'adoption et certains enjeux. Alors, l'utilisation globale de l'IA chez les jeunes de 18 ans et plus au Canada, 52 en août 2023. Donc, très rapidement, les jeunes se sont, bien sûr, étant des natifs du numérique, accaparés cette technologie-là. En augmentation à septembre 2024 à 59 donc augmentation de 7 Les étudiants disent qu'ils ont obtenu de meilleures notes grâce à l'IA. Hein. Évidemment, ils l'utilisent principalement dans le monde scolaire. 68 le disaient en 2023 et c'est maintenant le 3/4 des étudiants, 75 qui disent avoir des meilleures notes grâce à l'IA. S'approprient le travail de l'IA sans le déclarer. On est passé de 70 à 82 une grosse augmentation de 12 Alors, c'est un enjeu important sur lequel je vais revenir. La question de l'intégrité, de la tricherie. On a l'impression de tricher en utilisant l'IA de 60 à 65 Donc, les étudiants en sont conscients, c'est un facteur important, craignent d'être rattrapés et punis, on est rendu à 63 économisent de 3 à 5 heures de travail semaine avec l'IA, on le voit que c'est une considération importante pour les étudiants. Tous les autres ont répondu qu'ils économisaient d'1 heure à 2 heures par semaine grâce à l'IA, rendu à 34 pour le 3 à 5 heures. Je crois que l'IA est une compétence d'avenir. On n'a pas reposé la question parce que, évidemment, c'est une croyance établie chez les jeunes et, à mon avis, une croyance tout à fait fondée. Choisissent l'aide de l'IA plutôt que leur prof. Alors ça peut devenir inquiétant. Nouvelle question qu'on a posée dans le sondage de 2024, 70 le croient. Demandent l'aide de l'IA plutôt que celle de leur prof. Croient que les profs utilisent la détection d'IA, 79 une croyance généralement fausse. Très peu de profs utilisent des détecteurs d'IA. Croient que l'IA va remplacer le personnel de soutien pédagogique, 58 Et ma statistique la plus importante, pense ne pas apprendre autant à cause de l'IA. Et bien sûr, ils ont raison. On a déjà des données qui nous montrent que la mauvaise utilisation de l'IA nuit à l'apprentissage des étudiants, mais que la bonne utilisation de l'IA aide grandement l'apprentissage de l'IA. Et bien sûr, ça va être ma ligne directrice aujourd'hui dans ce que je veux vous communiquer. Alors, je reviens brièvement à la question de la technologie pour que vous compreniez que vous allez devoir y réfléchir en gardant à l'esprit que cette technologie-là évolue très rapidement. Alors, quand on parle d'IA générative, on est déjà un petit peu dans le passé. On parle d'une technologie dont on a beaucoup parlé entre 2022 et 2024. Pourquoi? Parce que 3 gros joueurs, des multinationales qui sont gigantesques maintenant, ils sont en concurrence pour développer cette technologie-là et des produits, bien sûr, pour augmenter leur profitabilité. Donc, on parle principalement d'OpenAI qui a battu tous les records d'abonnement de l'histoire d'Internet. Donc, 180 millions d'abonnés au moment des derniers chiffres qui ont été dévoilés il y a 6 mois. Et ça a pris 19 mois pour arriver à cette performance-là. Microsoft Copilot, on est présentement dans l'environnement Microsoft, donc ils dominent nos institutions et nos organisations. Donc, bien sûr, ils peuvent intégrer des solutions d'IA générative comme Copilot à l'intérieur des environnements informatiques. Donc, cette captation de la clientèle fait en sorte que sa croissance est assurée. Et Google Gemini, qui est le grand concurrent, mais ils n'ont pas donné de données, justement, sur le nombre d'utilisateurs. Pourquoi je dis que c'est un peu dépassé, l'IA générative? Parce que ce n'est pas l'objectif de ce secteur-là de développer l'IA générative en tant que telle. C'est un acquis. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est développer ce qu'on pourrait appeler des assistants d'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle en recherche et en développement de l'intelligence artificielle, l'IA agentique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des plateformes et des services qui sont beaucoup plus interactifs et capables de faire beaucoup plus de choses. Alors, vous le savez d'ailleurs, si vous êtes abonné payant à ChatGPT, vous avez accès maintenant à ces types de services-là, comme par exemple le service Canva, qui vous permet de co-créer avec l'intelligence artificielle. Donc, au lieu d'être simplement avec un chatbot, avec un robot conversationnel dans une boîte de dialogue, un peu prisonnier de cette boîte-là, vous pouvez littéralement faire un projet, éditer le projet de manière beaucoup plus interactive. Aussi, bien sûr, vous pouvez maintenant parler à votre IA plutôt que d'écrire.
ça fonctionne très bien. La reconnaissance vocale est excellente, y compris en français. Ne vous inquiétez pas avec vos accents. Hein, l'IA est vraiment capable de bien comprendre le français et on peut donc travailler simplement en parlant à notre ordinateur ou à notre téléphone si vous avez l'application mobile ou sur une tablette ou peu importe. Alors, c'est vraiment une transformation de notre rapport à l'informatique. Par exemple, je peux demander à ChatGPT Canva de commencer un projet de programmation d'un site Internet ou d'une application et d'interagir avec lui oralement en faisant mon vélo stationnaire. Alors, c'est ça l'idée hein, du secteur de ces technologies-là. C'est la même chose avec Copilot et c'est ce que tente également de faire Google avec Google AI Studio et NotebookLM. Vous pouvez essayer les deux gratuitement. Ce sont des plateformes extrêmement intéressantes, performantes, puissantes, mais en format bêta pour le moment. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est la prémisse de ce que va être le produit qui va beaucoup se transformer dans les prochains mois. Alors, cette technologie-là est vouée, bien sûr, à perturber, mais aussi à transformer parfois de manière très positive le monde de l'éducation et du travail. Ça nous amène, nous, les acteurs du monde de l'éducation, hein, à réfléchir justement à la place qu'on veut donner à l'intelligence artificielle dans les différents niveaux de l'éducation, hein, des niveaux pour les jeunes enfants, les adolescents, les jeunes adultes et l'université. Dans chaque niveau d'éducation, on doit se poser des questions et on doit réfléchir de manière lucide, informée, mais aussi de manière éthique, comme je vais le souligner comme tel. Alors, je veux faire comprendre que dans les milieux de travail, comme dans les milieux des organisations de l'éducation, l'adoption de l'IA, c'est une décision stratégique. Alors, une décision stratégique, c'est quoi? Ça veut dire qu'on planifie toujours en ayant conscience du fait qu'on ne sait pas exactement ce que le futur nous réserve et en acceptant une part de risque. On veut maximiser les bénéfices et on veut diminuer, bien sûr, les conséquences néfastes comme telles et les coûts qui sont associés. Alors, on essaie de définir ses besoins, les bénéfices qu'on cherche. Alors, l'IA peut nous aider, mais quelle place on veut lui donner? Et on prend compte des coûts et des risques. Alors, les risques, j'en ai parlé. Le risque, bien sûr, pour l'apprentissage des étudiants, je vais y revenir. Les risques qui sont associés, bien entendu, aux droits d'auteur, à l'intégrité et, bien sûr, à la perte de compétences professionnelles. Et les coûts qui sont associés, bien sûr, au coût d'abonnement des plateformes lorsque l'on veut avoir le plein potentiel de l'intelligence artificielle et ne pas simplement utiliser des applications gratuites qui ne sont pas toujours fiables à cause du trafic, bien sûr, et qui sont vouées à être dépassées rapidement par des solutions payantes. On veut aussi planifier l'intégration de manière intelligente dans les classes et dans l'organisation, s'assurer de l'acceptabilité de cette technologie-là, respecter hein, l'autonomie professionnelle des enseignants qui pensent que ce n'est pas une bonne idée dans leur classe et bien sûr tout ça en fonction des niveaux hein, des étudiants, de leur âge et des cours qu'on enseigne comme tel. On doit réfléchir aussi en termes de sécurité, d'éthique et de conformité. Hein. Il y a des normes qui existent qui sont pan-canadiennes, certaines sont provinciales, donc les normes du Québec ne sont pas exactement les mêmes qu'en Ontario. Toujours l'enjeu de la protection des données, on ne peut pas mettre n'importe quoi là-dedans, surtout si on n'a pas une solution payante parce qu'on n'a pas de garantie de protection de la confidentialité et des données. Et bien sûr, les politiques de gouvernance technologique qui existent dans chaque organisation, dans chaque province, bien entendu. On veut aussi réfléchir sur la productivité. C'est quoi les gains de productivité qu'on veut faire? Par exemple, les tâches administratives, dans mon cas, au niveau collégial où j'enseigne, les tâches administratives s'accumulent sans cesse. Donc, les gains d'efficacité, de productivité dans les tâches administratives sont extrêmement bienvenus parce que ça libère du temps de qualité pour travailler avec mes étudiantes et pour, bien sûr, améliorer mes cours. Et bien sûr, pour le bien-être professionnel. Donc, on ne veut pas remplacer les tâches qui définissent notre profession. On veut s'aider hein, de manière à justement réduire le fardeau des aspects que l'on aime moins et qui nous définissent moins comme professionnels. Personnellement, je ne suis pas un administrateur, donc les tâches administratives, pour moi, c'est ennuyeux et je veux passer à autre chose pour faire du travail qui définisse ma profession, enseigner, avoir du plaisir à interagir avec mes étudiants, travailler sur des projets avec des collègues pour améliorer l'éducation comme telle. Alors, ça veut dire qu'il faut, dans notre stratégie, voir comment on va en capaciter les profs. Hein, de l'anglais « empowering », hein, on veut trouver la manière d'amener nos profs à se sentir pertinents, mais aussi capables de faire ce qu'ils voudraient faire comme tel. Alors, des choses qu'on doit tout de suite comprendre, c'est bien sûr ce qu'on pourrait appeler l'IA responsable. Qu'est-ce que c'est l'IA responsable? C'est d'abord, dans notre profession, se poser la question, quelle est la place qu'on veut lui donner dans nos classes, dans notre enseignement, dans nos cours? Et il y a
une approche tout à fait acceptable qu'on pourrait appeler, que j'appelle moi, l'approche par contournement. C'est-à-dire que lorsque on pense que l'IA va nuire à l'apprentissage des étudiants, eh bien, on ne permet pas l'accès à l'intelligence artificielle, tout simplement. Alors, il y a des évaluations qu'on veut ramener en classe pour contourner l'utilisation de l'IA, pour s'assurer que les étudiants apprennent et qu'ils sont capables de faire le travail, c'est-à-dire l'acquisition des compétences et des connaissances absolument essentielles à leur développement comme jeunes, mais aussi, bien sûr, comme futurs professionnels et citoyens. Et évidemment, l'approche par contournement est essentielle. Pourquoi? Parce que ça nous évite de tomber dans le piège de la surveillance et de la punition. Ce n'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec nos étudiants. Donc, ça surprend toujours beaucoup les gens de savoir que dans plusieurs de mes cours, alors que je suis monsieur technologie et intelligence artificielle, dans plusieurs de mes cours, donc, lorsque je considère que l'informatique, les logiciels et l'IA n'est pas essentiel ou nécessaire, eh bien, je ne permets pas l'utilisation d'ordinateurs, je ne permets pas l'utilisation de technologies numériques, je permets uniquement l'utilisation de livres, de cahiers de notes, du crayon et du tableau, et nous avons beaucoup de plaisir avec ces approches traditionnelles. Donc, il ne faut pas fétichiser la technologie. Les études montrent que des approches traditionnelles établies depuis des siècles sont souvent les meilleures approches. Mais bien sûr, il y a une place pour la technologie numérique et pour l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on veut savoir comment on veut aligner cette technologie-là au plan pédagogique. Alors, c'est là qu'on veut réfléchir, réfléchir en matière d'éthique, d'intégrité, de transparence et d'honnêteté. C'est des valeurs qu'on doit inculquer très tôt chez nos jeunes pour qu'ils puissent les amener jusqu'à leur future profession, pour qu'ils soient des citoyens et des professionnels intègres, transparents, honnêtes et ainsi de suite. On veut trouver aussi les bonnes pédagogies, celles qui sont efficaces et bénéfiques avec l'IA, pas celles qui empêchent les étudiants de réfléchir et de cheminer dans leur apprentissage. On veut aussi favoriser la proactivité et l'autonomie professionnelle des profs. Donc, on ne veut pas que l'IA remplace les profs, on ne veut pas que l'IA se substitue aux qualités humaines et bien sûr d'enseignement et de pédagogie des profs comme tels. On veut voir comment elle peut complémenter, augmenter les capacités des professeurs pour aider leurs étudiants comme tels et aussi, bien sûr, encourager les profs à développer leur propre pratique, celle qui correspond le mieux à leur façon de faire, celle qui, par leur expérience, a démontré un bon potentiel. Évidemment, on doit réclamer des gouvernements des ressources et des formations pour être capable de faire tout ça. Alors, au Québec, justement, je fais référence à deux documents très importants dans notre orientation actuelle. Il y a un guide qui vient de sortir depuis quelques semaines destiné aux enseignants du niveau secondaire au Québec, donc pour les adolescents, qui s'appelle l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un document très important pour nos organisations de l'enseignement, pour aider justement les enseignants à s'y retrouver et voir justement les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on doit encourager. Et ce guide-là, je suis content parce qu'il amène les enseignants et les directions scolaires à réfléchir à leurs pratiques sans leur dire exactement ce qui est permis et interdit. Il leur donne vraiment un guide de réflexion. Alors, je vous encourage à le consulter si vous n'avez pas encore quelque chose de comparable en Ontario. Ça peut être une très bonne idée. Je pense que ça va ressembler beaucoup à ce qui va se faire chez vous de votre côté à cet égard-là. Alors, au Québec, il y a aussi le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission d'éthique en sciences et technologies qui a publié un rapport. C'est peut-être un peu plus avancé, un peu plus complexe, mais très important pour nos cégeps et nos universités. Et beaucoup de gens à l'école secondaire s'y sont intéressés justement parce qu'il aborde justement les enjeux pédagogiques et éthiques avec une bonne compréhension de l'IA. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on sait grâce à la recherche sur des questions comme l'intégrité? Alors, évidemment, je vais très rapidement, mais il y a 3 grandes leçons. Et alors, ici, vous devez me faire confiance. Je m'appuie bien sûr sur la recherche disponible, mais grosso modo, je résume très rapidement. 3 grandes leçons qu'on peut retirer de la recherche en 2023 et en 2024. La majorité des étudiants utilisent maintenant, à partir de l'âge de 12 et 13 ans, l'IA dans leurs études et dans leurs travaux, même quand ce n'est pas permis. Donc, il faut juste accepter que c'est une réalité. Les étudiants vont l'utiliser en très grand nombre, majoritairement même,
dans leurs travaux, même lorsque ça ne sera pas permis. Les détecteurs d'IA qui sont utilisés actuellement dans certaines organisations scolaires, collégiales et universitaires, ben, comme Turnitin et Compilatio, ne sont pas fiables. Donc, si vous voulez vous baser sur ces détecteurs-là pour faire une détection de l'utilisation de l'IA, ben, sachez qu'il y a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et ça veut dire quoi? Ben, que plusieurs personnes ont été accusées à tort et les personnes fautives qui sont habiles, ben, elles sont peu inquiétées parce qu'il existe toutes sortes de façons d'échapper à la détection de l'IA qui sont facilement trouvables sur Internet et qui impliquent simplement de comprendre un peu mieux comment prompter, hein, comment instruire un modèle d'IA pour éviter la détection. Et finalement, troisième leçon, les profs ne peuvent pas savoir avec certitude si l'IA est utilisée, même si les profs se pensent capables de le faire. Alors, il y a beaucoup, et en particulier une étude, qui a vraiment testé la capacité des profs à le voir, et les profs se surestiment, ils font beaucoup d'erreurs, et ils attribuent à l'IA des travaux qui n'ont pas été rédigés par l'IA, mais bien par des étudiants, et ils ne voient pas beaucoup de travaux qui ont été rédigés par l'IA, et ils pensent que ça a été fait par les étudiants comme tel. Donc, il faut avoir de l'humilité. L'IA générative est très habile pour déjouer également notre sens professionnel et on l'a testé aussi chez des professeurs du collégial de l'université au Québec et on arrive au même constat. Alors, ce que je veux maintenant vous faire comprendre, c'est comment on peut utiliser cette technologie-là pour des choses qui sont vraiment utiles pour nous. Alors, la première chose et la plus importante pour le niveau des adolescents, c'est d'offrir du tutorat complémentaire à la maison, c'est-à-dire hein, une aide personnalisée. C'est ce que permettent de faire les IA génératives et en particulier les assistants d'IA. Alors, ce que vous voyez sur la vidéo, hein, je vous recommande d'aller la voir si vous voulez voir ce qui se passe. Alors, c'est Salman Khan, hein, qui est un technopédagogue très connu dans le monde, et son fils qui teste pour la première fois ChatGPT Omni. Ce que vous voyez, dans le fond, c'est l'interface sur la tablette et ce que vous n'entendez pas parce que c'est moi qui veux parler aujourd'hui, c'est bien sûr le fait que le père et le fils sont capables de discuter avec l'IA et l'IA est capable l'exercice de trigonométrie, de géométrie qui va être fait par l'étudiant comme tel. Donc, l'étudiant peut poser des questions et l'IA non seulement comprend ce que l'étudiant dit, il voit aussi sur l'écran ce qui se passe. Donc, il peut réellement apporter de l'aide à l'étudiant et c'est assez exceptionnel. Alors, pour être capable de faire ça, il faut être abonné à OpenAI et je l'ai testé bien sûr et ça fonctionne très, très bien. Bien sûr, il y a parfois des limites, mais l'IA est vraiment capable d'apporter un soutien pédagogique aux étudiants. Et c'est ce que vous allez voir en 2025. Ces systèmes-là sont encore en train de se perfectionner. Il y a encore des petits problèmes, mais en général, ce que vous allez voir, ce que vous voyez dans la démonstration, c'est ce qui va bien fonctionner. Alors, c'est extrêmement important pour la justice scolaire. Beaucoup d'étudiants n'ont pas des parents qui sont compétents, capables ou qui ont le temps de les aider dans leurs études. Et vous le savez bien sûr, ce qui crée des inégalités très importantes dans nos réseaux d'éducation partout au Canada. Alors, l'IA peut aider à compenser justement, à soutenir les étudiants qui sont défavorisés de ce côté. Alors, moi-même, j'ai vécu cette situation-là quand j'étais jeune, puisque j'étais orphelin. Je n'avais pas, contrairement à plusieurs de mes amis, hein, des parents avec une bonne éducation et du temps pour m'aider. Donc, j'ai dû me débrouiller seul. Malheureusement, pour beaucoup d'étudiants, ils n'ont pas la chance que j'ai eue d'avoir des enseignants très soucieux de mon succès scolaire et qui m'ont aidé à avoir des ressources. Parfois, on ne repère pas ces étudiants-là, on les perd, hein, et c'est évidemment des étudiants qui risquent beaucoup plus le décrochage scolaire. Donc, ce que permettent ces systèmes-là, c'est la multimodalité complète, la personnalisation continue de l'enseignement. Une partie de ces services-là sont gratuits, donc on peut y accéder comme tel. Une autre partie plus complexe n'est pas accessible gratuitement, mais déjà, le tutorat peut fonctionner. Je vais vous montrer comment en utilisant l'application gratuite de ChatGPT comme tel. Alors, justement, arrivons à ça. Voici comment vous pouvez déjà aider vos étudiants, c'est-à-dire les guider vers une utilisation de l'IA pour compléter leur apprentissage en mode tutorat. Alors, c'est très simple, hein? Il s'agit de construire, de concevoir des instructions, des prompts, hein, qui sont rédigés, adaptés, que vous avez testés dans vos cours et qui sont susceptibles d'aider vos étudiants à la maison lorsqu'ils ont besoin de développer une compétence qui est particulièrement difficile d'acquisition dans le cours. Alors, si les étudiants essaient de s'aider eux-mêmes par ChatGPT, ça ne sera pas très bien adapté au niveau scolaire et au cours, mais si vous faites l'exercice, que vous donnez l'exercice aux étudiants, qu'ils copie-collent ces consignes-là
dans la boîte de dialogue de ChatGPT, vous allez voir que l'aide va être beaucoup plus considérable. Alors, ça permet à l'étudiant de faire des exercices et de recevoir une rétroaction directe et pertinente grâce à l'IA, basée sur l'expertise du prof et les tests qu'il a faits. Et bien sûr, le prof peut voir le cheminement à travers les évaluations, mais aussi des exercices formatifs en classe, non pondérés, pour voir si l'étudiant s'améliore. Alors, ça engage l'étudiant dans une approche d'autonomisation de son apprentissage et la rétroaction directe a été démontrée par de nombreuses études comme étant la manière la plus efficace d'apprendre. Alors, c'est un outil que vous pouvez utiliser et qui donne aux étudiants une vraie manière d'utiliser l'IA pour s'aider comme tel. Alors, on a beaucoup d'études qui ont démontré qu'à tous les niveaux scolaires, on obtient des résultats assez spectaculaires. Très rapidement, je passe là-dessus. C'est une étude en physique qui a été faite à l'Université Harvard en première année. C'est un cours à défi dans lequel il y avait beaucoup d'échecs et ça fait en sorte que beaucoup d'étudiants se décourageaient de la physique. On a obtenu des records de notes dans les examens sans intelligence artificielle en utilisant le tutorat d'IA avec GPT-4 qu'on a tout simplement spécialisé, comme je viens de vous le montrer, mais avec des moyens plus considérables pour aider les étudiants avec les contenus de physique dans la préparation des examens et on a obtenu des résultats records, ce qui a augmenté aussi les inscriptions aux majors en physique. Alors, comment on fait? Ben, c'est simple. Je vous donne un petit guide pratique. C'est juste 2 étapes. D'abord, on veut cibler une compétence qui est difficile. Vous le savez, vous êtes les mieux placés. Dans vos cours, c'est quoi la compétence que les étudiants ont de la difficulté dans les évaluations? Alors, cibler cette compétence-là, si c'est une compétence que l'étudiant peut pratiquer à la maison en s'aidant avec l'IA. Alors, je vous donne ici des exemples, surtout plus proches de ma réalité au collégial et à l'université, mais c'est tout à fait applicable comme tel. Analyser des sources, planifier, rédiger une communication, par exemple un discours, un bon pitch, c'est l'exemple que je vais vous donner dans un instant pour le prompting, exercer l'explication scientifique dans les cours de sciences, exercer le raisonnement logique, la réflexion critique sur l'information, appliquer une méthode quelconque que vous avez enseignée concrètement. Alors, toutes ces approches-là fonctionnent très bien en lien avec votre cours. Maintenant que vous savez, bien sûr, c'est quoi la compétence difficile qui demande de la pratique, vous voulez créer cette activité formative de tutorat, eh bien, vous testez des instructions, le prompt comme tel, et vous validez l'outil comme si vous étiez un étudiant. Donc, c'est très facile de voir avec essai-erreur qu'est-ce qui va bien fonctionner comme tel. Et quand vous êtes satisfait de l'outil, quand vous avez vu que la rétroaction de l'IA était vraiment utile, vous pouvez utiliser d'ailleurs des échantillons anonymisés d'étudiants qui ont fait des exercices par le passé ou des évaluations pour voir justement qu'est-ce que l'IA dit lorsque vous utilisez ces extraits-là. Et vous pouvez ensuite transmettre l'outil validé dans un document avec des explications sur la manière de l'utiliser puis pourquoi vous devriez vous le conseiller comme tel. Alors, sans l'obliger, vous pouvez le conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour concevoir de bonnes instructions? Il y a des règles fiables. Vous pouvez trouver toutes sortes de tutoriels en ligne, mais c'est devenu très simple. Les IA génératives sont maintenant tellement performantes qu'on n'a pas besoin de développer une compréhension, une connaissance de l'intelligence artificielle pour y arriver. Il faut juste être clair. Et c'est là qu'on excelle, nous, les enseignants. On est bon pour expliquer des choses. Donc, il faut juste expliquer à l'IA c'est quoi son rôle et sa tâche, le type de rôle qu'elle va jouer pour comme tel. Alors, on veut juste l'expliquer, puis on peut mettre des contraintes sur les sorties. Par exemple, on peut lui donner des interdictions. Je vais vous montrer dans l'exemple comme tel. On veut lui donner le contexte. Dans quel contexte que ça se joue? C'est quoi le niveau scolaire, le type de cours et ainsi de suite, pour qu'il comprenne le contexte. C'est important parce que lui, il ne sait pas c'est qui les étudiants avec qui il va avoir affaire. Donc, on veut lui donner ces informations-là. On peut lui donner aussi des exemples. Ça va augmenter beaucoup la qualité de la rétroaction. On veut aussi lui préciser l'objectif d'apprentissage qui va aussi instruire le type de dialogue qu'on veut qu'il aille avec nos étudiants. Alors, justement, je vous donne un exemple tout simple. Supposons que dans un cours, un étudiant a de la difficulté, parce que c'est une grosse tâche, à préparer un discours argumentatif. Alors, vous voyez, j'ai utilisé le code de couleur et entre crochets les éléments que je vous ai mentionnés. Alors, le contexte. Vous voulez que l'étudiant, donc, va copier-coller ce prompt-là
pour faire l'exercice. Hein. Je suis un étudiant en, par exemple, 5e année, 8e année, 9e année, et je dois préparer un discours de 3 minutes sur un projet de mon choix. Alors, vous pouvez y donner un exemple, mais ce n'est même plus nécessaire maintenant. ChatGPT est très, très bon pour faire ce genre d'exercice-là. Alors, vous précisez le rôle et la tâche. Alors, tu vas agir comme un tuteur hein, en communication ou un tuteur en français, peu importe, et vous lui mettez une contrainte très importante, sans jamais faire le travail à ma place. Vous ne voulez pas que l'IA rédige le discours à la place de l'étudiant, mais l'aide à le planifier et à le rédiger comme tel. Donc, l'objectif, tu dois m'aider à m'améliorer dans la stratégie et l'exécution d'une communication convaincante. En particulier, suis ces étapes pour m'aider. Structurer mon discours en 3 parties, intro, argumentation ou conclusion, proposer des accroches captivantes pour l'introduction, donner des conseils sur la manière d'utiliser des arguments, exemples et histoires pour renforcer mon argumentation, critiquer le brouillon de mon pitch, mon discours, en identifiant les forces et les faiblesses et proposer des améliorations sans les rédiger. Vous voyez, j'ai ajouté la contrainte, je l'ai précisé. Je ne veux pas qu'il rédige à la place de l'étudiant. Et dialogue, hein, simuler des questions que le public pourrait poser à la fin de mon discours et suggérer des réponses efficaces. Alors, si vous essayez une recette comme ça, vous allez voir, ChatGPT peut vraiment aider un étudiant qui est en train de travailler sur ce type de projet-là et ça va lui permettre vraiment de s'améliorer et il ne va pas faire le travail à sa place. Maintenant, je termine avec les enjeux de l'IA dans les organisations de l'éducation, après avoir illustré une des manières dont on peut l'utiliser de manière pertinente, intègre, sans affecter les étudiants comme tels. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement et les enjeux du travail comme tel, ben, ils sont interconnectés. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'une stratégie d'IA en éducation, elle devrait être axée sur l'utilisation éthique de cette technologie-là et avec une perspective de co-intelligence. Donc, on ne veut pas que l'IA remplace l'intelligence des profs et des étudiants. On veut que l'intelligence artificielle s'intègre au développement de l'intelligence de nos étudiants et à la protection, bien sûr, de nos compétences professionnelles. Donc, on ne veut pas donner notre job à la place de l'IA, on veut que l'IA nous aide à mieux faire notre job. C'est très important de le comprendre. On ne veut pas que nos étudiants cessent d'apprendre ou diminuent leur apprentissage. On veut au contraire qu'ils puissent apprendre plus et mieux comme tel. Donc, on doit toujours garder à l'esprit, viser le développement des compétences éthiques et professionnelles avec l'IA dans toute la communauté, miser sur l'autonomie professionnelle des enseignants. Les enseignants savent ce qui est bon pour leurs étudiants, donc c'est eux qui doivent pouvoir exercer leur jugement et bien sûr valoriser l'innovation et l'exploration. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de précédent. On ne sait pas exactement où on s'en va avec ça, donc ça veut dire qu'il faut chercher. Ça veut dire qu'il faut essayer des choses. Alors, des fois, on va se tromper, puis des fois, on va tomber sur des résultats heureux. Par exemple, l'exemple du tutorat que je vous ai donné, je l'utilise depuis des années, moi, dans mon enseignement de cours qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, et mes étudiants me remercient parce que, enfin, ils ont un outil qui peut vraiment les aider à s'améliorer. Alors, je termine aussi sur le 3e point, favoriser les compétences humaines essentielles de pensée critique, de curiosité, de créativité dans notre enseignement parce que c'est ça qui nous distingue le plus de l'intelligence artificielle et c'est ça aussi qu'on va avoir de plus en plus de besoin. Alors, pour comprendre les défis d'intégration, bien sûr, en vue d'une stratégie chez les directions, les communautés scolaires comme telles, ben évidemment, il faut comprendre que les enseignants, en général, ont une faible connaissance et compétences de l'IA, mais elles s'acquièrent beaucoup plus vite que les autres types de connaissances qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que pour bien utiliser l'IA, ça ne nous prend pas des connaissances en informatique particulières, ça nous prend essentiellement des connaissances et des compétences de prof. Alors, la meilleure personne pour utiliser une IA en enseignement, c'est un prof. C'est pas un technopédagogue et c'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est un prof qui connaît sa clientèle, qui connaît les défis de l'éducation et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui est beau avec cette technologie-là. Alors, le meilleur utilisateur de l'IA en droit ou en comptabilité, eh bien, c'est un juriste et c'est un comptable. C'est ce que l'IA permet de faire. Elle augmente nos capacités, nos connaissances et nos compétences au lieu, bien sûr, de simplement être un système indépendant de nous. Elle dépend de notre intelligence. Par elle-même, elle ne fait rien. C'est avec nous qu'elle fait des choses intéressantes. Et les enseignants, bien sûr, on le sait, ont une charge de travail élevée face aux défis scolaires. Donc, ça peut être très difficile pour eux d'intégrer cette nouvelle façon de travailler dans leur routine et dans leur fonctionnement de travail. Et bien sûr, on le sait, les élèves ont besoin et veulent apprendre à bien utiliser l'IA, mais les enseignants ont une faible incitation à s'engager. Donc, pour augmenter ces incitations-là,
Hein? Moi, j'encourage d'inciter sans forcer, d'inspirer sans faire pression et d'aider sans contraindre. C'est les meilleurs résultats qu'on voit dans les écoles où on a commencé à travailler avec l'IA comme tel. Je donne des exemples rapidement de choses qui fonctionnent bien pour encourager justement les enseignants. Bien, le micro-apprentissage, hein, des formations qui sont accessibles sur les heures du travail, qui permettent d'avoir une formation continue et flexible. Hein. L'important, c'est d'en faire un petit peu régulièrement et rapidement, on voit les potentiels. Des communautés de pratique, hein, s'entourer de gens motivés qui aiment ça explorer, essayer des affaires comme telles, c'est très motivant également et ils peuvent nous transmettre de précieux conseils sur les choses qu'ils ont fait. Donc, on essaie d'intégrer des communautés de pratique un peu partout. Et des projets pilotes, à encourager, soutenir l'innovation pédagogique de toute la communauté et pas juste les enseignants, les étudiants aussi. Ils ont plein de choses à nous apprendre sur leur utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, je fais ça depuis des années avec mes étudiants et ils m'apprennent des choses, même si je suis un spécialiste de cette technologie-là, parce qu'ils sont créatifs, explorateurs, audacieux. Alors, je termine avec, bien sûr, justement ce parallèle entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire du point de vue de l'éducation? On veut apprendre à nos étudiants à penser et créer avec l'IA. On ne veut pas que l'IA pense et crée à leur place. Alors, le défi, c'est le délestage, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait penser, bien sûr, et c'est le cas malheureusement dans les données disponibles, que l'IA va se substituer au développement d'intelligence de nos étudiants. Évidemment, on veut éviter ça. Et c'est la même chose dans le monde du travail. On ne veut pas être remplacé par l'IA dans notre travail. On veut pouvoir augmenter la qualité de notre travail et le bien-être au travail. Et c'est ça qu'on veut encourager aussi pour les travailleurs de l'éducation que nous sommes. Je termine avec ce schéma-là que je présente dans presque toutes mes conférences. Alors, en haut à gauche, vous voyez ce que l'IA peut accomplir sans l'humain. Environ 30% des tâches que l'on peut faire avec des ordinateurs présentement. Ça va continuer à grandir. Hein? C'est pour ça que c'est voué à bien sûr, à grandir. Et on sait aussi ce que l'humain peut accomplir sans l'intelligence artificielle. Hein? C'est nous, on sait nos forces et nos faiblesses. C'est le monde connu. Mais aujourd'hui, on est entré dans un monde inconnu. C'est ce que l'humain peut faire avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour qu'on réalise de nouvelles choses, faire avancer la science, faire avancer l'éducation, améliorer l'éducation. On a des gains à faire sur ces dossiers-là si on l'utilise correctement. Sur ce, je m'arrête et je réponds à vos questions et vos commentaires. Ça ne sera pas long. Hop. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai un ami qui m'a écrit un texto en disant Hey, il faut se concentrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Monsieur Dave, et puis c'est très intéressant. Fait que merci pour cette conférence. Moi, je vais zioter justement voir si il y a des questions. Donc, il y avait quelqu'un qui avait demandé le titre, je pense que tu l'as vu. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous avez d'autres questions que vous pouvez adresser à notre conférencier? Puis j'invite peut-être Denis aussi à prendre la parole. Puis moi, je vais regarder dans la boîte de clavardage pendant ce temps-là. Il y a quelqu'un qui a levé la main, là, c'est Isabelle. Donc, on va demander tout de suite à Isabelle de poser sa question. Excellent. Bonsoir, bonjour. C'est pas encore le soir, mais il fait noir chez nous. Je voulais savoir si tu as des conseils à donner à une équipe de profs qui essaie d'écrire une nouvelle politique sur l'intégrité académique et quoi mettre dans une politique comme ça pour apporter l'élément de l'éthique, comme tu as dit. Oui, c'est compliqué, cette question-là de politique d'intégrité académique parce que ça demande de comprendre un peu comment ils fonctionnent, ces systèmes-là. Il y a déjà des. Je vous recommanderais d'abord de vous baser sur des choses qui ont déjà été faites au niveau universitaire. Il y a beaucoup de documents qui ont été faits, puis de les adapter à votre niveau scolaire. D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est que les modèles d'IA ont été entraînés sur des données faites par des humains, ce qui soulève bien sûr des enjeux de droit d'auteur, mais en même temps, c'est un débat. Pourquoi? Parce que les IA génératives, les modèles d'IA, en fait, derrière les services d'IA, quand ils s'entraînent, ce qu'ils recherchent, c'est des motifs, des structures. Je donne un exemple, le plus facile à comprendre, c'est les images. Alors, vous le savez, il y a des procès actuellement sur la question des droits d'auteur parce que des systèmes comme
des systèmes de génération d'images sont capables d'imiter le style d'artistes connus. Alors, le problème, c'est qu'on les a entraînés sans la permission des artistes. Donc, on les a entraînés sur des données qui étaient permises et des données qui n'étaient pas permises en utilisant une technique qu'on appelle le web scraping. Essentiellement, ce sont des puissants ordinateurs qui vont juste faire des photos de tout ce qu'ils voient sur Internet et qui vont utiliser ces photos-là comme base d'images d'entraînement ou de texte et ainsi de suite. Alors, le Midjourney, dont on parle actuellement, qui est un de ces sites comme tel, ce qu'il permettait, c'était justement d'imiter le style de certains artistes qui étaient établis. Alors, les compagnies sont en train de se responsabiliser. Pourquoi c'est important de comprendre que ce n'est pas si évident que c'est une violation du droit d'auteur? C'est quand les IA apprennent en regardant les images, ce qu'ils voient, ces IA-là, c'est des pixels. Ils ne voient pas comme tel des images comme nous, on les voit. Ils s'entraînent sur des relations statistiques entre des types de pixels. Donc, ce n'est pas comme ça que nous, on voit les images. Et après ça, leur apprentissage leur permet d'inférer des structures. Par exemple, les contrastes, les couleurs, les agencements de couleurs, les formes, tout ça, c'est ça. Alors, ils apprennent ça à partir des données d'entraînement. Donc, le problème, c'est quand ils peuvent imiter le style d'un artiste parce qu'ils ont vu les images des artistes comme telles. Donc, ils font une association statistique entre les structures qu'ils ont vues dans ces œuvres-là et, bien entendu, le rendu, la probabilité qu'ils puissent imiter comme tel. Donc, pourquoi c'est un enjeu? Ben, parce que c'est l'entraînement non permis sur des œuvres qui est une violation du droit d'auteur. Mais quand l'IA, elle génère une image comme telle, elle ne viole pas strictement parler le droit d'auteur comme tel, elle imite ce style-là. Donc, l'important pour le moment, c'est de donner conscience aux gens que dans certains cas, en particulier le monde des images, ils peuvent faire des choses que les artistes condamnent, refusent, notamment l'imitation de leur style. Alors, ça veut dire que l'utilisateur responsable, il doit éviter de dire dans le style de et d'un artiste vivant, par exemple. Mais dans le style de Picasso, est-ce que c'est grave d'imiter le style de Picasso? En tout cas, je ne pense pas que ça dérange Picasso. Vous voyez un peu le genre d'enjeu comme tel? Alors, je pense que c'est l'occasion d'amener les jeunes à réfléchir sur ces questions-là. Donc, une politique devrait être assez permissive pour amener une réflexion critique, plutôt que simplement interdire, mais en même temps, amener une prise de conscience sur ces enjeux-là du vol des œuvres par certaines entreprises qui, justement, font ça. Alors, c'est beaucoup moins le même problème avec ChatGPT, par exemple, pour la génération de texte. Pourquoi? OK, je vais essayer de faire ça très, très court, là, mais parce que OpenAI est très sensible et conscient des risques de poursuite comme tel et essaie d'éviter justement le web scraping et d'utiliser des données propriétaires, des données libres et de payer pour les données propriétaires comme telles. Mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on parle là on parle de millions de téraoctets de données qui sont dans des serveurs et parfois c'est très dur de savoir qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui ne l'est pas et ainsi de suite. Mais les filtres de ChatGPT vont interdire plusieurs actions. Alors je peux demander à ChatGPT d'imiter le style de Shakespeare ou de Baudelaire parce qu'elles sont libres de droit, mais je ne peux pas lui demander d'imiter le style d'une autrice ou d'un auteur vivant parce qu'il va automatiquement refuser la requête. Donc il va me donner quelque chose, mais ça ne sera pas vraiment ressemblant à l'auteur comme tel. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre qui interdit le fait d'avoir un résultat qui permettrait de violer le droit d'auteur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ça, c'est les genres de choses que vous voulez faire comprendre dans votre politique pour aider les gens à s'y retrouver, mais aussi aider les éducateurs, bien sûr, à amener ces valeurs et ces principes très importants chez nos étudiants. Alors, c'est ce que je vous recommanderais, partir de ce qui existe, puis de l'adapter à votre milieu, puis à votre niveau scolaire. ChatGPT peut vous aider à en rédiger une aussi. Il est très bon pour ça, parce qu'ils ont tout lu. Parce que si j'ai bien compris ce que tu as dit, là, Ouais. je pourrais imiter, si j'essaie d'imiter le hamburger McDonald's, je peux essayer de faire un hamburger et puis je peux le vendre, parce qu'il y a plein de restaurants qui vendent des hamburgers puis qui ont peut-être essayé. Puis ça, on a le droit de le faire. Fait que, mais on n'a pas le droit de dire c'est un Big Mac. C'est un Big Mac, exactement. Fait que dans l'image, je comprends très bien
que la machine ne voit pas que c'est un chien. Elle voit des pixels qui sont reliés, etc., puis que ça a la forme du chien. J'imagine qu'à un moment donné, elle se dit, si tous les pixels sont comme ça, c'est un chien, donc je le nomme un chien. Ça fait que... Mais c'est encore plus abstrait que ça, parce que derrière ces machines-là, c'est des mathématiques, hein? C'est des langages de programmation, mais mathématiquement, qu'est-ce que la machine voit, elle? Elle voit que des vecteurs. Elle voit juste des suites de nombres. Et elle fait des associations statistiques entre des suites de nombres. Et le traitement informatique de ça donne des associations de pixels. Donc, quand vous regardez le processus de génération d'une image, au début, c'est juste des fonctions aléatoires qui distribuent des pixels aléatoirement sur un canevas. Et les fonctions statistiques, c'est-à-dire le lien entre les mots-clés, chien, Paris, Tour Eiffel, que vous avez mis dans votre prompt, vont guider l'association mathématique des probabilités statistiques de l'organisation des pixels en structure qui vont donc créer la tour Eiffel, créer le chien et ainsi de suite. Donc, la machine elle-même, elle ne copie pas, elle ne cherche pas dans une base de données. Elle n'a pas de base de données. Elle a une base de connaissances qui sont juste des séries immenses de nombres qui sont organisées statistiquement. Donc, c'est très abstrait là, pour les gens qui ne font pas d'informatique et d'intelligence artificielle, mais c'est comme ça que la machine fonctionne en gros. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle par exemple, ChatGPT pour Generative Pre-trained Transformer. Alors, le Transformer, c'est l'architecture, c'est les fonctions mathématiques qui vont organiser ces fameux vecteurs-là en fonction de l'entrée pour générer la sortie. Donc, essentiellement, la machine, elle fait juste faire des calculs statistiques puis des associations en suivant des fonctions mathématiques. Donc, elle n'a pas accès elle-même. Elle ne va pas aller sur Internet, aller voir une image. OK, c'est ça qu'il veut et je vais le limiter en prenant une photo. Non, c'est pas comme ça. Dans la phase d'entraînement, on va l'exposer à des milliards et des milliards d'images, de textes, de codes et tout ça. Et c'est à partir de ça qu'elle va inférer cette structuration-là en vecteur dans sa matrice comme telle et qu'elle va ensuite être capable de fonctionner. Alors, c'est très difficile pour les juges, imaginez-vous. Alors, imaginez là, d'expliquer ça techniquement à un juge qui n'est pas formé mathématiquement et informatiquement. C'est très difficile pour eux de se demander, OK, est-ce que la machine fait juste ce qu'un humain ferait quand il s'inspire d'une œuvre? Ou est-ce qu'elle est en train, littéralement, de copier l'œuvre comme telle? Alors, pour un être humain, c'est déjà difficile de le déterminer. Alors, imaginez pour, évidemment, un système d'intelligence artificielle qui n'est que des mathématiques. C'est très complexe, ouais. On a une question dans la boîte de clavardage qui dit, dans le contexte du secondaire, est-ce que les services payants de tuteurs genre School AI sont mieux que d'ouvrir des générateurs pour les élèves? Alors, je vais... Merci, excuse-moi. Merci Pascal pour la question. Je ne vais pas me prononcer publiquement sur les produits et services commerciaux comme tels. Personnellement, je suis complètement indépendant. Moi, je travaille pour aucune organisation qui offre des solutions technologiques parce que je tiens à mon indépendance académique, universitaire et aussi, bien sûr, à ma capacité de critiquer ces compagnies-là. Par contre, je ne ferai pas de commentaires sur les services comme tels parce que souvent, je ne les ai pas évalués de près pour donner une opinion éclairée sur le sujet. Donc, ma réserve est vraiment liée à ça. Le fait que je suis incapable, là, dans la plupart des cas, de dire ces services-là valent la peine. Personnellement, je vais vous donner mon opinion personnelle générale. C'est qu'en général, on paie beaucoup trop cher pour ce qu'on peut avoir gratuitement. Surtout avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que il existe déjà beaucoup de LLMs, donc beaucoup de modèles d'IA qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger directement de GitHub sur votre ordinateur personnel. Vous pouvez faire vos propres projets, vos propres solutions. Ça demande quelques compétences informatiques, mais pas du tout d'être un ingénieur. Donc, j'ai des étudiants de 17 ans qui ont très peu de notions de programmation, qui sont déjà capables eux-mêmes de faire de ce qu'on appelle du fine-tuning, du surentraînement pour spécialiser un modèle d'IA pour faire certaines tâches, alors qu'ils ont fait 3 heures de cours avec moi pour des notions de base là, de programmation. Alors, ils s'aident avec l'IA pour le faire. Maintenant, il y a ça. Et deuxièmement, les services gratuits
sont extrêmement performants, mais évidemment, il faut avoir conscience. Alors, quand on utilise Google avec notre profil Google, ben, il n'y a pas de problème parce que si vous acceptez d'avoir un Gmail et d'utiliser Workspace et des autres services Google, ben, il n'y a pas d'autres conditions d'utilisation ou protection de la vie confidentielle. C'est la même affaire pour les services de Google quand vous utilisez Gemini, AI Studio, Notebook LM et tout ça. Et il n'y a absolument rien sur le marché des applications payantes actuellement qui est capable d'être aussi performante que ces systèmes-là. Même chose quand vous utilisez ChatGPT, bien évidemment, si vous n'avez pas un abonnement payant, il y a une captation de données cependant pour entraîner les modèles comme tels. Donc, si vous êtes consciencieux de ça, bien évidemment, vous ne voudrez pas mettre vos... Alors, que si vous payez un abonnement, ben, vous êtes protégé. Alors, Microsoft Copilot protège vos données comme vos courriels et ainsi de suite. Là où je vais en venir, c'est souvent les solutions proposées par le marché technopédagogique, je ne vois pas toujours que la valeur d'utilité réelle est suffisante pour justifier les prix qu'ils chargent. Mais c'est normal, hein, ils veulent faire de l'argent, ce sont des entreprises privées, je ne les condamne pas pour ça. Mais moi, comme conseiller qui ne travaille pour aucune de ces entreprises-là, moi, je recommande à ma propre organisation scolaire de ne pas faire affaire avec des services privés comme ça et plutôt d'essayer de développer à l'interne ce qu'on peut faire avec les outils gratuits, logiciels qu'on peut développer et personnaliser comme nous le voulons localement dans nos serveurs et d'encourager l'utilisation d'applications gratuites pour des expérimentations avec les étudiants qui utilisent déjà ces services gratuits-là de toute façon. Les étudiants savent tous comment utiliser ChatGPT, alors c'est souvent plus facile de l'utiliser avec eux, en ayant conscience, bien sûr, de leur dire qu'il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de données confidentielles et tout ça, s'ils utilisent le service gratuit. Alors, c'est un peu ça ma position. Ce n'est pas satisfaisant comme réponse parce que vous aviez une question précise, mais je ne peux pas vraiment y répondre. Il y avait une autre question aussi, et puis l'autre question, c'est à quel degré devons-nous être à l'aise dans l'utilisation de l'IA avec des élèves d'un certain âge, par exemple les élèves du primaire? Ouais. La question, la personne termine avec est-ce qu'il y a une limite? Très bonne question. Je vais y répondre vraiment là, en étant très humble. Je n'ai pas les compétences pour parler des enfants, c'est-à-dire l'âge primaire, mais uniquement des adolescents et des jeunes adultes. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de faire de la recherche sur les études qui portent sur les enfants. Alors, je vais vous partager mon intuition et mes discussions avec des enseignants du niveau primaire que j'ai eues sur ces questions-là. Personnellement, je ne vois pas, hormis le fait de faire des expérimentations en classe, de s'amuser et en apprenant l'univers numérique, je ne vois pas une plus-value importante pour les très jeunes, pour les enfants assez jeunes. Je commence à avoir une plus-value plutôt vers l'âge de 10, 11, 12 ans, où les étudiants ont une certaine maturité, une certaine capacité aussi à suivre des principes un peu plus abstraits et les appliquer comme tels. Mais évidemment, il n'y a rien de mal à faire un projet en classe pour voir comment fonctionne l'intelligence artificielle, de rendre ça intéressant et interactif et tout ça, parce que c'est une compétence qu'on veut commencer tôt, hein, bien sûr, à inculquer. Donc, en donnant des exemples comme l'IA générative, moi, je pense que c'est plus important de les socialiser bien sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur les risques qui existent tout ça, et sur une bonne utilisation de l'Internet plus généralement et du numérique comme tel, où l'IA va occuper un rôle là-dedans. Mais c'est important, je pense, d'y aller graduellement parce que l'intelligence artificielle peut être très déstabilisante pour les enfants, mais aussi pour les jeunes adolescents parce qu'on l'anthropomorphise facilement. Alors, c'est un des risques qu'il y a pour les personnes vulnérables. Par exemple, les enfants qui souffrent de solitude, d'intimidation, qui ont des retards scolaires, des difficultés de socialisation, des conflits avec les parents, toutes sortes de choses comme ça, ils peuvent finir par développer des relations très fortes avec leurs robots conversationnels, surtout sur des sites comme Character AI et sur Snapchat My.ai. Et malheureusement, les parents ne supervisent pas très bien, là je parle statistiquement, pas tous les parents bien sûr, mais les données nous montrent que les parents connaissent mal le numérique, ne savent pas bien comment encadrer leurs enfants. Donc, je pense que les enseignants ont un rôle à jouer pour que les enfants et les parents aient conscience qu'il y a des sites comme ça qui ne sont peut-être pas appropriés pour des enfants. Je dirais qu'à l'âge de 12 ans, on peut vraiment commencer à les initier et qu'à l'âge de 14 ans, c'est là qu'on veut vraiment leur montrer comment l'utiliser de manière de manière intègre, responsable, de manière aussi à se protéger eux-mêmes, notamment comme sur les réseaux sociaux, leur
santé mentale, leurs données personnelles et tout ça. Donc, c'est ma réponse que je donnerais, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de l'apprentissage des jeunes enfants et je n'ai pas beaucoup lu d'études sur le sujet. C'est pour ça que j'en parle avec prudence, mais ce seraient les recommandations qui émanent, disons, de gens plus compétents que moi pour en parler et je pense que ce sont des principes généraux. Donc, je pense que le jugement de l'enseignant et du groupe école, c'est vraiment habituellement la bonne référence pour prendre ces décisions-là. Merci, merci pour la réponse. Puis moi, en complément, je dirais que, tu en as parlé, l'importance de développer le cyber-citoyen ou Oui, ou la cyber-citoyenne. Je veux dire, puis ça peut se passer. C'est juste, moi, je pense toujours, comme exemple, je donne toujours la gestion des mots de passe. Tu sais. Ben ça, oui, tu arrives en maternelle jardin, tu as ton ordi à l'école, et puis tu as un mot de passe. Alors, comment on gère un mot de passe? Ça fait partie selon moi, de l'éducation, la responsabilité qu'on a comme éducateur, oui. éducatrice, prof, à faire faire de bons citoyens. Parce que moi, je mets l'intelligence artificielle et cyber-citoyen à un moment donné. S'il n'y a pas les deux, pardon, ça ne fonctionne pas. J'arrête de Effectivement. parler, je suis étouffé. Je te J'ajouterais laisse peut-être à commencer. ça, de manière générale, pour les enfants et les adolescents, il y a quelque chose de très important aussi à leur apprendre, c'est-à-dire un rapport avec le numérique qui est plus sain. Hein. C'est-à-dire que le numérique, oui, va occuper une place importante dans leur vie. Oui, c'est cool, hein, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est très stimulant et tout ça. Mais la vie, c'est pas juste ça. Hein. Évidemment, on veut trouver l'équilibre et on veut leur faire prendre conscience aussi de l'environnement, des impacts écologiques de l'utilisation de ces technologies-là. Alors, une des choses que moi, j'avais fait une activité avec des enfants de 9-10 ans qui était vraiment le fun, c'est que j'avais au tableau avec eux, je leur avais expliqué, dans le fond, où ça part le numérique. Ça part des mines, des matériaux pour concevoir les processeurs, après ça, hein, les serveurs, hein, après ça, la connectivité du filage des satellites. C'est une immense infrastructure et le calcul. Puis qu'est-ce que ça coûte en énergie, bien sûr. Et ça, c'est super important de leur faire prendre conscience de ça, comme le reste du numérique, comme le streaming, hein, comme YouTube et les réseaux sociaux. C'est leur faire prendre conscience qu'on doit avoir un équilibre pour notre santé mentale, notre santé physique, mais aussi pour la santé, hein, bien sûr, de la nature, de trouver un équilibre d'utilisation où on ne va pas perdre notre temps, on ne va pas développer de la dépendance, mais qu'on va trouver une place pour le numérique qui correspond à notre épanouissement personnel et collectif pour que ça soit harmonieux. Et je pense que ça, c'est des valeurs qu'on doit inculquer le plus tôt possible comme telles. Et ça veut dire aussi d'amener les jeunes à s'amuser avec des choses matérielles. Il faut les faire jouer avec leurs mains, la peinture, des matériaux de construction. Bon, ça, c'est une boîte de Kleenex. Mais moi, j'aime bien leur amener, hein, leur faire des petits projets de robotique, d'électronique, parce que c'est très matériel. Donc, une batterie, quelques circuits, du filage, quelques moteurs et tout ça. Et là, ils se rendent compte que comment ça fonctionne une technologie et ça devient manuel et intellectuel aussi. C'est super important parce que un des gros problèmes qu'on a présentement, c'est le fait que c'est trop facile la captation de l'attention par le numérique et ça a des incidences négatives. Donc, quand moi j'amène un discours sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr en ayant conscience de ces enjeux-là. Et je pense que pour les plus jeunes, c'est surtout les profs qui peuvent profiter de l'intelligence artificielle générative pour créer du nouveau matériel d'apprentissage, pour explorer des différentes façons. C'est tellement facile avec l'IA de créer du beau matériel pédagogique, de varier son matériel pédagogique et après ça aussi, graduellement, amener les étudiants à réfléchir à tout ça puis à aller bien les orienter pour plus tard. Merci, merci pour le commentaire. Denis, je te laisse la parole. Dave, je voudrais te remercier. Tu nous as permis là, de comprendre un peu cet outil qui est l'IA ou de comprendre finalement que c'est difficile à comprendre. Tu nous as montré là, qu'une mauvaise utilisation peut nuire à l'apprentissage, d'où, entre autres, toutes les mises en garde que tu nous as faites, mais que d'un autre côté, la bonne utilisation peut avoir un potentiel énorme. Donc, un potentiel de transformer l'éducation. Euh, Entre autres, là, avec le tutorat, cet exemple-là, je l'ai trouvé très pertinent, qui peut permettre de réduire les inégalités puis d'avoir justement un impact significatif là, sur l'apprentissage de nos élèves puis sur leur vie éventuelle.
Donc, je pense que les objectifs que tu nous amenais, c'est d'augmenter les capacités des enseignants et en bout de ligne, que les élèves puissent apprendre plus et mieux et d'apprendre à penser et à créer avec l'IA. Exact. Je pense que c'est un peu les messages qu'on retient là, de cette belle conférence. Donc, je te remercie beaucoup de cette réflexion avec nous cet après-midi. Puis, aux gens qui étaient présents, on vous dit un merci également. On vous souhaite une belle soirée, puis on espère vous retrouver demain, la grande majorité, pour les ateliers du colloque TAC 2025. Puis je laisse Louis aussi vous convier peut-être pour les prochaines activités de son côté. Alors, Denis, est-ce qu'on a un formulaire de rétro aujourd'hui ou ça va être à la fin de la journée demain? On l'a tout de suite, je vais le copier pendant que OK. tu... Alors donc, je vous invite tout le monde à remplir le formulaire de rétroaction pour cette conférence. Très important pour nous parce que ça nous donne justement des données pour essayer de répondre le mieux possible à vos besoins. Ensuite, donc, Denis a dit que TAC continue demain. Je veux juste que vous mettiez à l'agenda déjà une date pour 2025. J'étais pour dire 2027, mais c'est 2025. Donc, parce que vous savez que TAC est divisé en 2 jours. Et donc, il y a ce soir, maintenant et demain, une partie de la journée, puis après ça, c'est au mois de février. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on a une conférence extraordinaire qui s'en vient le 27 février à compter de 16 heures avec Gaëlle Espinoza, qui est une chercheure française qui va parler de bien-être. Et puis, ce qui m'a fasciné chez elle, c'est que son domaine de recherche, c'est les émotions et les relations entre enfants, donc entre nos élèves. Puis l'exemple qu'elle donnait, c'est que est-ce que le fait d'avoir des amis dans sa salle de classe aide les élèves à mieux réussir? Je vous laisse avec cette question parce que je trouve que c'est assez intéressant comme question. Donc, tous les détails sont et seront sur le site du Centre Franco. Cette conférence aussi, puis merci à notre conférencier, se retrouvera aussi sur le site du Centre Franco. Donc, vous pourrez réécouter l'enregistrement. Et, voilà, c'est tout pour nous. C'est tout pour... merci d'avoir été présent aujourd'hui. Et puis, encore une fois, je vous bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci, Dave, pour la conférence. C'est encore une fois.